pendant des années, une vaste et opulente propriété perchée sur les hauteurs de Los Angeles a dissimulé des secrets bien plus complexes que ne le laissaient entendre ses sols en marbre poli et ses vues panoramiques. Elle était un monument du succès, une forteresse de la célébrité et, sans le savoir, le théâtre d'une révélation lente qui allait bouleverser une personnalité publique appréciée. En 2018, César Millan, comportementaliste canin de renommée mondiale et surnommé « l'homme qui murmure à l'oreille des chiens », a emménagé dans cette même demeure. De l'extérieur, elle ressemblait à l'aboutissement d'un rêve, un immigré mexicain passé de la pauvreté au pouvoir, vivant désormais dans le luxe. Pourtant, derrière ces grilles, un chapitre inattendu de sa vie commençait à se dévoiler discrètement. La propriété, autrefois symbole de triomphe et de résilience, allait bientôt devenir le centre névralgique d'une enquête secrète menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. Pendant plus de 3 ans, les autorités ont mené une enquête minutieuse sur la vie personnelle et professionnelle de Millan. Elles ont épluché d'obscurs documents de formation, exhumé des enregistrements vidéo privés, examiné des documents fiscaux sensibles et étudié des images inédites de son travail avec les chiens. Chaque détail a été scruté à la loupe. En 2021, la tempête silencieuse qui s'était amorcée a finalement éclaté. Les conclusions ont été rendues publiques, laissant même ses fans les plus dévoués sous le choc. Ce qui n'était au départ que des murmures d'inquiétude s'est transformé en une tempête de controverses. Ces méthodes révolutionnaires de dressage canin ont été vivement critiquées. Des irrégularités financières ont été révélées. Et pour la première fois de sa carrière, César Millan s'est présenté non pas comme l'infatigable chuchoteur de chiens, mais comme un homme soumis à une surveillance rigoureuse de tous côtés. Pour comprendre l'ampleur de l'enjeu, il faut revenir aux racines de son parcours. César Millan est né en 1969 à Culiacán, au Mexique, dans une vie marquée par la précarité et la misère. Élevé dans un modeste ranch sans eau courante ni électricité, il a appris à supporter les difficultés dès son plus jeune âge. Mais au milieu de la poussière et de l'austérité, quelque chose d'extraordinaire s'est réveillé en lui, un lien profond avec les animaux, et plus particulièrement avec les chiens. Déjà enfant, César était un homme doué. Son grand-père, qui observait sa douce influence sur les chiens les plus capricieux, le surnommait « El Perrero », l'homme-chien. À 13 ans, il était déjà habité par un rêve que beaucoup jugeaient absurde, devenir le plus grand dresseur de chiens du monde. Ses camarades riaient. Les chances étaient contre lui. Mais ce vœu d'enfance allait un jour façonner le cours de sa vie. Tandis que d'autres suivaient une formation formelle en comportement animal, César assimilait la sagesse à l'ancienne, par l'observation. Au ranch familial, il observait comment les chiens communiquaient, comment ils formaient des hiérarchies et comment les véritables chefs n'avaient pas besoin d'aboyer ni de mordre. Il dirigeait avec énergie, calme, concentration, indéniable. Ses premières leçons de domination non verbale et de mentalité de meute devinrent le fondement de la méthode pour laquelle il serait plus tard à la fois loué et vilipendé. Puis vint le tournant. En décembre 1990, à seulement 21 ans, César prit une décision audacieuse qui allait marquer son héritage. Armé de sa seule détermination et d'un billet de $100, il traversa illégalement la frontière américaine en quête d'une nouvelle vie. Il ne parlait pas anglais. Le chemin était semé d'embûches. Des années plus tard, il raconterait comment il avait payé un passeur à un coyote pour passer et avait failli se noyer pendant la traversée. À son arrivée à San Diego, la réalité l'a frappé de plein fouet. Sans abri et sans papier, il dormait sous les ponts d'autoroute et survivait péniblement en lavant des voitures dans les quartiers aisés. Mais malgré tout, il s'accrochait farouchement à sa raison d'être, travailler avec les chiens. Sa percée s'est faite discrètement et naturellement. Alors qu'il travaillait dans un salon de toilettage pour chiens, il a commencé à attirer l'attention. Même les chiens les plus réactifs et agressifs semblaient s'adoucir en sa présence. La nouvelle s'est vite répandue. Bientôt, des propriétaires de chiens de tout San Diego se sont mis à le solliciter, cherchant désespérément de l'aide pour des animaux que d'autres jugeaient inéducables. Finalement, César a économisé suffisamment pour ouvrir le centre de psychologie canine à South Los Angeles. Ce n'était pas un lieu prestigieux, un simple terrain dans un quartier difficile, mais c'est là que son approche unique de la réadaptation canine a prospéré. Il travaillait avec des meutes de chiens, les guidant avec une méthode privilégiant l'énergie calme, l'affirmation de soi et le leadership instinctif. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Hollywood est venu nous rendre visite. L'une de ses premières clientes, et des plus influentes, fut l'actrice Jada Pinkett Smith. Impressionnée par ses talents, elle lui finança ses cours d'anglais et l'encouragea à professionnaliser sa pratique. Mais elle lui lança un ultimatum clair,
s'il ne faisait pas de réels progrès d'ici un an, il recommencerait à promener des chiens. Son mentorat s'est avéré crucial. Grâce à ses relations, César a été présenté à des producteurs de télévision intrigués par son histoire et son approche. En 2004, National Geographic a pris le pari de recruter ce maître-chien charismatique, sans diplôme officiel, mais aux résultats indéniables. Le spectacle Dog Whisperer avec César Millan a été diffusé avec des attentes modestes. Pourtant, il a rapidement fait sensation. Le public du monde entier l'a regardé avec admiration transformer des chiens indisciplinés et agressifs en quelques minutes, sans crier, sans friandises et sans peur. Son calme et son assurance sont devenus sa signature. L'émission a été diffusée dans plus de 80 pays, faisant de César une célébrité mondiale. Un empire s'ensuivit, des livres à succès, un magazine sur papier glacé, des produits de marque pour animaux de compagnie et sa propre gamme d'aliments pour chiens. À son apogée, son entreprise, César S.O.E.N.C., était valorisée à plus de 2,5 millions de dollars. Il ne se contentait pas de dresser des chiens, il vivait le rêve américain par excellence. Et il n'oublia jamais ses origines. « Je réhabilite un chien pour quelqu'un qui a dormi sous un pont », a-t-il déclaré un jour, en référence à ses humbles débuts. Mais à mesure que sa notoriété s'est accrue, les critiques ont également augmenté. Vétérinaires, comportementalistes animaliers et associations de protection des animaux ont commencé à remettre en question les méthodes mêmes qui avaient fait sa renommée. Ils ont remis en question son recours à des signaux physiques comme les coups de cou et les colliers étrangleurs. Ils ont dénoncé son insistance sur la « dominance », la jugeant obsolète, non étayée par la science et potentiellement dangereuse. L'American Society of Veterinary Animal Behaviorists a publié une déclaration officielle rejetant la théorie de la dominance qui sous-tendait la philosophie de Millan. La réaction s'est intensifiée en 2006 lorsqu'un épisode a été diffusé montrant César utilisant un collier étrangleur pour maîtriser un chien nommé Shadow jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La scène a déclenché une tempête de critiques. Les téléspectateurs ont été horrifiés. Les associations de défense des animaux ont dénoncé des abus. National Geographic a été inondé de plaintes officielles. La controverse a forcé Millan à prendre ses responsabilités, mais aussi un public de plus en plus nombreux, fasciné par la frontière ténue entre leadership et contrôle. En coulisses, de nouveaux défis se profilaient. Irrégularités financières, litiges juridiques et tensions internes au sein de son organisation commencèrent à faire surface. L'enquête de 3 ans qui suivit ne porta pas seulement sur les méthodes de formation, elle examina un empire à la loupe. Et lorsque les résultats ont été publiés en 2021, il était clair que l'histoire de César Millan ne se limitait plus aux chiens. Elle était devenue un récit d'ambition, de controverse, de résilience et du prix élevé de la célébrité mondiale. La chaîne a d'abord soutenu César, le défendant face à la vague de critiques. Mais la tempête était loin d'être terminée. Une enquête menée à son domicile a permis de mettre au jour des images brutes de l'incident controversé de Shadow, des images qui dressaient un tableau bien plus troublant que ce que le public avait vu à la télévision. Dans la vidéo intégrale, Shadow, le chien en question, est resté inconscient pendant près de 30 secondes. Certains membres de l'équipe, visiblement alarmés, ont exprimé leurs inquiétudes en temps réel. Pourtant, ces avertissements ont été ignorés, noyés dans la dynamique de production de l'émission. Le tollé général qui a suivi a été rapide et impitoyable. Cédant à la pression, National Geographic a commencé à diffuser des avertissements dans les épisodes suivants, exhortant les téléspectateurs à ne pas reproduire les techniques présentées. Mais le mal était fait, l'image autrefois irréprochable de César avait été irrémédiablement ternie, et la vague de critiques n'a fait que s'intensifier. En 2010, les controverses ont commencé à s'immiscer dans la vie privée de César. Cette année-là, il a subi une série de coups durs. Son pitbull adoré, Daddy eut une présence calme et loyale, devenu emblématique de la série et essentiel à la rééducation des chiens agressifs, a succombé à un cancer à l'âge de 16 ans. Daddy n'était pas seulement un compagnon, pour César, il était un mentor canin, un guide spirituel à travers le chaos de la célébrité et des responsabilités. Sa mort a laissé un silence qui a résonné dans tous les recoins de l'univers de César. Peu après, le mariage de César, qui dura 16 ans, se brisa. Sa femme, Illusion, demanda le divorce, réclamant la garde de leurs enfants, une pension alimentaire et une part importante de ses biens. La pression émotionnelle engendrée par ces pertes cumulées laissa César sous le choc. Des journaux personnels découverts plus tard dans sa propriété offrirent un aperçu saisissant de son état d'esprit. Dans une note crue et touchante, il écrivit « Quand papa est mort, une partie de moi est morte avec lui.
Ce n'était pas qu'un chien. C'était mon maître, mon guide, mon meilleur ami. Durant les derniers jours de son père, César dormait à ses côtés, par terre, refusant de le quitter, s'accrochant à chaque dernier souffle partagé. Le poids émotionnel de la disparition de son père, aggravé par l'effondrement de son mariage, l'a plongé dans une profonde dépression. En mai de cette année-là, César tenta de mettre fin à ses jours en ingérant un mélange d'anxiolytiques et de somnifères. Ce n'était pas un appel à l'aide, mais une tentative délibérée d'échapper à un monde qui, à ses yeux, s'était effondré. Il décrirait plus tard ce moment comme le plus sombre de sa vie. Les secours arrivèrent juste à temps. Sa tension artérielle était extrêmement basse et sa respiration à peine perceptible. Il passa 3 jours en soins intensifs avant d'être transféré dans un établissement psychiatrique pour des soins spécialisés. Les examens médicaux ont confirmé la gravité de la situation, il ne s'agissait pas d'un geste impulsif, mais d'une véritable crise. La pression des critiques publiques, l'immense perte personnelle et le regard impitoyable de la célébrité l'avaient poussé à bout. Le divorce a eu un lourd impact financier. Les archives judiciaires ont révélé que Illusion avait reçu une indemnité forfaitaire de $400 000, en plus de $23 000 de pension alimentaire mensuelle et de $10 000 par mois pour les enfants. Elle a également reçu plusieurs propriétés issues du vaste patrimoine immobilier du couple. Parallèlement, les codes d'écoute de chuchoteurs de chiens le public semblait perdre confiance, et de nouveaux spectacles mettant en vedette des entraîneurs plus doux et moins controversés gagnaient du terrain. En 2012, National Geographic a annoncé que la 9e saison de Chuchoteurs de chiens serait sa dernière. Bien que César ait tenté de changer de cap avec de nouvelles séries comme César 911 et Nation Canine, aucun de ses projets n'égalait la portée ou l'impact culturel de l'original. L'empire qu'il avait méticuleusement bâti brique par brique, séance d'entraînement après séance, commençait à montrer de sérieuses fissures. Certaines de ses entreprises peinaient à rester viables. Puis, en 2015, un autre incident vint ébranler sa position déjà fragile. Pendant le tournage de César 911, Simon, un bulldog français croisé, a attaqué un cochon lors d'une séance d'entraînement. Cet incident a déclenché des enquêtes du service de contrôle des animaux et du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Bien qu'aucune inculpation officielle n'ait été retenue, l'incident a ravivé l'indignation du public. Des pétitions en ligne ont commencé à circuler, demandant le retrait de ces émissions. En coulisses, des images inédites dressaient un tableau encore plus sombre. On y voyait Simon, connu pour son agressivité envers les petits animaux, placé à proximité de plusieurs cochons, sans protocole de sécurité adéquat. Lorsque l'attaque inévitable s'est produite, l'intervention de l'équipe a été retardée. Le cochon a subi une blessure à l'oreille qui a nécessité des soins vétérinaires urgents. Selon les archives officielles du comté, des accusations de cruauté envers les animaux étaient sérieusement envisagées, avec un risque de prison. L'équipe juridique de César a toutefois soutenu que l'incident était un malheureux accident survenu lors d'un entraînement. Si les poursuites ont finalement été abandonnées, la bataille juridique et la gestion de crise lui auraient coûté plus de $200 000. Malgré les revers incessants, César a fait preuve d'une résilience étonnante. Refusant de laisser le scandale définir son héritage, il s'est tourné vers l'étranger. En Asie, où ses méthodes de dressage rencontraient moins de résistance, sa popularité a commencé à rebondir. Il a ouvert un nouveau centre de dressage canin dans un vaste ranch de 18 hectares, proposant des programmes immersifs pour les chiens et leurs maîtres. Durant cette période, il a également retrouvé l'amour, avec Jair Hadar, qui est devenue sa fiancée en 2016. Mais alors que son personnage public semblait retrouver son équilibre, un examen plus approfondi a révélé une instabilité croissante sous la surface. En 2018, les enquêteurs financiers ont découvert des signes inquiétants de l'affaiblissement de son empire. Plusieurs entreprises liées à César étaient en restructuration en raison d'une dette croissante dépassant leurs actifs. Césares OENC, autrefois une marque emblématique synonyme d'expertise canine, a considérablement réduit ses activités. Nombre de ces gammes de produits ont été abandonnées en raison d'une rentabilité en baisse, signe que les fondations de l'entreprise, autrefois considérées comme solides, étaient désormais fragiles. Les déclarations de faillite de l'empire commercial de César Millan dressent un portrait alarmant de déclin et de mauvaise gestion. Parmi les révélations les plus marquantes, on peut citer le fait que César Millan Pet Products avait accumulé plus de $4,2 millions de passifs pour un actif de seulement $890 000. Parallèlement, Césares Web Publishing avait subi 3 années consécutives de pertes financières totalisant plus de 1,7 million d'euros. Alors que ses activités principales vacillaient, seules quelques sources de revenus, principalement des conférences internationales et des contrats de licence, restaient stables. Plus révélateur,
cependant, furent les courriels et notes internes qui furent publiés, des documents révélant les rouages d'une stratégie de relations publiques désespérée. Ils décrivaient des efforts calculés pour contrer la vague croissante de critiques. Parmi les tactiques évoquées figurait le recours à des consultants scientifiques pour défendre publiquement la théorie de la dominance, un concept depuis longtemps discrédité par la communauté scientifique. Les équipes de relations publiques furent chargées de redorer l'image publique de la théorie, en coordonnant les messages médiatiques pour la présenter sous un jour plus favorable. L'une des révélations les plus accablantes fut un document proposant le montage sélectif des séances de formation pour la télévision, supprimant notamment les scènes susceptibles de soulever des questions éthiques. Les communications internes ont révélé une directive primordiale, minimiser le recours aux corrections physiques. Dans un courriel particulièrement franc, un producteur écrivait « Nous devons éliminer les corrections les plus agressives et nous concentrer sur l'avant et l'après, sans trop montrer le processus. » Un autre message fournissait des instructions techniques pour les angles de caméra qui masqueraient les gestes brusques, garantissant que le montage final présenterait une version aseptisée et plus acceptable des méthodes utilisées. De telles manipulations éditoriales jettent de sérieux doutes sur l'authenticité du contenu diffusé. Les témoignages d'anciens employés dressent un tableau encore plus sombre. Plusieurs d'entre eux décrivent un contraste saisissant entre ce qui est filmé et ce qui est diffusé. Les séances seraient physiquement plus intenses et l'environnement de travail qualifié d'hostile, une atmosphère où remettre en question la méthodologie pourrait entraîner un licenciement immédiat. Ces témoignages dépeignent un homme autrefois animé d'une véritable détermination, devenant progressivement insensible à la critique et réfractaire à l'évolution des philosophies de dressage. Les enquêteurs ont également mis au jour une série inquiétante de règlements à l'amiable, des accords signés avec des propriétaires de chiens qui alléguaient que leurs animaux avaient été blessés lors de séances animées par Millan ou ses dresseurs agréés. Depuis 2007, ces règlements à l'amiable ont représenté plus de 1,5 million de dollars. Les documents juridiques détaillaient au moins une douzaine de cas, avec des indemnisations individuelles allant de 50 000 à 415 000 dollars. L'un des cas les plus horribles concernait un berger allemand qui s'était cassé 3 côtes lors d'une manifestation publique. Un autre cas concernait un cocker qui avait développé une anxiété chronique et nécessitait un traitement médicamenteux au long cours après avoir été soigné au centre de psychologie canine de Santa Clarita. Chaque accord comportait des clauses de confidentialité strictes, empêchant ainsi les propriétaires de s'exprimer publiquement. Mais le coup le plus dévastateur porté à la réputation de Millan est venu des vidéos de coaching personnel découvertes à son ancienne résidence. Contrairement aux images fortement montées diffusées à la télévision, ces enregistrements capturaient l'intégralité de ses interventions auprès de chiens agressifs crus, sans filtre et profondément troublantes. Les spécialistes du comportement animal qui ont examiné les images ont noté des signes évidents de peur chez les chiens, une détresse émotionnelle reflétée à l'écran comme une soumission calme. Dans plusieurs scènes, des chiens qui semblaient obéissants à l'antenne étaient visiblement anxieux hors champ. Dans une séquence particulièrement troublante, Millan était montré en train d'agripper le cou d'un chien jusqu'à ce qu'il s'effondre, tout en expliquant aux spectateurs que l'animal se rendait et ne souffrait pas. Les vétérinaires qui ont examiné les images ont identifié de multiples indicateurs de détresse extrême, pupilles dilatées, tremblements, allaitement excessif et posture rigide, symptômes compatibles avec un stress aigu. Bien entendu, rien de tout cela n'a été diffusé dans le segment final. Des documents de l'entreprise ont révélé que la survie financière des centres de psychologie canine de Millan dépendait de plus en plus des marchés étrangers, notamment ceux où la réglementation en matière de bien-être animal était moins stricte. Face à l'intensification de la surveillance aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, l'entreprise a stratégiquement réorienté son activité vers les marchés internationaux, notamment l'Asie. En 2017, plus de 70% de son chiffre d'affaires provenait de pays comme la Chine, où ces techniques de domination suscitaient moins de controverses. Sur le plan national, la situation était bien plus sombre. Le centre phare de Santa Clarita fonctionnait à perte, ne se maintenant à flot que grâce aux revenus des épisodes télévisés syndiqués et aux apparitions personnelles de Millan. Les inscriptions aux cours étaient en baisse, tandis que les centres de formation plus récents, mettant l'accent sur les méthodes de renforcement positif, gagnaient en popularité. Plusieurs établissements, autrefois autorisés à utiliser sa marque, ont fermé ou changé de nom pour se démarquer du scandale. Malgré tout, Millan conservait une base fidèle et indéfectible. De nombreux propriétaires d'animaux le félicitaient d'avoir sauvé leur chien alors qu'aucune autre option ne semblait envisageable, évitant même l'euthanasie dans certains cas. Ses partisans soulignaient son travail auprès des organismes de sauvetage et de sa fondation, qui visait à améliorer le bien-être animal dans les communautés défavorisées. Ils insistaient sur le fait que ses détracteurs n'avaient pas saisi la situation dans son ensemble, ni l'évolution de ses techniques au fil du temps.
En réponse à la réaction croissante, Millan a publié une déclaration officielle. Il a reconnu que certaines de ses anciennes méthodes ne reflétaient plus sa philosophie actuelle. Il a insisté sur une évolution vers une approche plus équilibrée, privilégiant l'exercice, la structure et l'affection plutôt que la correction physique. Mes méthodes ont évolué au fur et à mesure que j'en ai appris davantage sur la psychologie canine, il a expliqué. Mon objectif a toujours été de sauver la vie des chiens et de garder les familles unies. Pourtant, les avis sur son héritage restent profondément partagés. Certains professionnels lui attribuent le mérite d'avoir suscité un intérêt général pour le dressage et le comportement canin, notamment pour l'importance de l'énergie, de la routine et des limites. D'autres soutiennent qu'en popularisant la théorie de la dominance pendant des années, il a considérablement freiné les progrès de la compréhension scientifique du comportement animal. Malgré les divergences, la plupart des experts s'accordent sur un point essentiel, la controverse autour de César Millan a marqué un tournant décisif pour le secteur du dressage canin. Elle a propulsé un mouvement plus large vers des approches fondées sur des preuves et bienveillantes, ancrées dans les sciences comportementales modernes. Aujourd'hui, les nouvelles générations de dresseurs et d'émissions de télévision prônent un modèle plus empathique, qui considère les chiens comme des êtres émotionnels et intelligents, méritant patience et respect. Les techniques punitives autrefois glorifiées à la télévision sont largement tombées en désuétude. Bien que Millan travaille toujours avec des chiens, sa présence est beaucoup plus discrète. L'Empire, qui dépassait autrefois les 25 millions de dollars, s'est considérablement réduit. Chuchoteur de chiens survit principalement grâce aux rediffusions et aux plateformes numériques, un écho estompé de son ancienne domination et des controverses qui l'ont défini. Pour de nombreux acteurs de la protection animale, l'enquête sur ces pratiques a marqué un tournant culturel. Elle a non seulement modifié les normes de dressage canin, mais aussi la manière dont le public évalue l'éthique et la transparence dans les soins aux animaux. Aujourd'hui, les voix les plus influentes mettent l'accent sur l'individualité, les émotions et les besoins psychologiques de chaque chien, et évitant les tactiques basées sur la force au profit de la compréhension et du respect. L'ascension et la chute de César Millan se lisent comme une fable moderne. C'est l'histoire d'un homme qui a révolutionné la façon dont des millions de personnes percevaient leurs animaux de compagnie, mais qui s'est empêtré dans son propre mythe. Son héritage n'est ni entièrement héroïque ni totalement condamnable, c'est un mélange complexe de vision, de charisme et de controverse. Les documents découverts dans son ancienne demeure racontent l'histoire d'un homme autodidacte qui croyait sincèrement apporter son aide, mais qui, tragiquement, n'a pas su changer de cap lorsque l'épreuve l'exigeait. Ce qui s'est déroulé derrière les murs de son manoir n'a pas seulement révélé des vérités cachées, il a ouvert un débat attendu depuis longtemps sur l'éthique du dressage animal. Son parcours, marqué par le génie et l'aveuglement, nous rappelle que ceux qui montrent la voie doivent aussi être prêts à évoluer. Que pensez-vous de tout ce qui a été révélé? Pensez-vous que César mérite une seconde chance, ou son héritage est-il définitivement terni? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous appréciez les histoires profondes et stimulantes comme celle-ci, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de la suite. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. D'autres histoires intéressantes nous attendent.